Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente Jean-Louis Marcet pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis un très vieux puisque je suis de la première promo qui est sortie d'ici en 71. Donc, je suis très vieux. Voilà, donc je voulais d'abord vous remercier, Marie-Hélène, de nous permettre de tenir cet événement dans l'amphi. Remercier Lionel qui m'a fait l'amitié de bloquer, c'est ce qu'on discutait avec lui, sur son agenda cette soirée depuis, je crois, 2 mois. On a bloqué la date. Et vous tous d'être présents, et puis tous les alumni qui sont présents, que j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure, avec lesquels vous pourrez discuter. Donc la séance sera organisée de façon très simple. Donc Marie-Hélène nous dira un gentil mot de bienvenue, et puis après on laissera notre camarade Lionel nous parler de sa vision du futur du spatial. Il est particulièrement bien placé, si vous avez pris la peine de lire les transparents que je vous ai envoyés en avance, vu sa carrière au CNES, qui a été très longue, et puis vu les fonctions qu'il occupe maintenant, puisque non content d'être directeur général délégué, il est président par intérim, et on lui souhaite de rester président du CNES. C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Donc, et merci à vous tous, puisque vous voyez, on a quasiment un amphi qui est presque quasiment plein. Merci à tous les étudiants, et je vois qu'il y a quelques professeurs même qui sont présents. Donc, merci à vous. Donc maintenant, Marie-Hélène. Bien, bonjour, Monsieur Suchet Lionel. Tu nous fais un grand honneur et donc je te remercie, et je remercie aussi l'association des alumni d'avoir organisé cette conférence sur un sujet passionnant qui est l'avenir du spatial, et pour lequel effectivement le CNES est incontournable pour la définition des politiques, et puis pour toutes les orientations qui permettent au secteur spatial d'avoir un bel avenir. Donc je remercie aussi, dans votre invitation, il y a aussi des parties prenantes avec d'autres alumni, U-Space, Alpha Impulsion, Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Exotrail. On a même quelqu'un qui coopère avec le Joint Propulsion Laboratory. Il est où? Ah, c'est vous. Bravo, super. Donc très, très grande fierté aussi de vous accueillir ici. Et puis d'autres startups qui sont également présentes. Donc plus vous, futurs acteurs, je l'espère, du secteur spatial, qui personnellement c'est ma passion. Je suis venue ici d'ailleurs pour faire du spatial à Supaéro, et puis à Télécom Paris, il y avait à l'époque du spatial. Et donc voilà, j'espère que cette conférence sera aussi passionnante que nous le pensons tous. En ce moment, il se passe énormément de choses. Le spatial, pour la France et pour l'Europe, c'est un secteur très important. Et pour l'ISA et Supaéro aussi. Donc, merci, monsieur le président directeur général. Voilà. Ça claque quand même. Ouais, bravo. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Effectivement, tu fais partie de la famille du spatial, puisqu'on a travaillé ensemble sur les sujets de spatial et de défense, qui sont, on le verra, extrêmement importants aujourd'hui. Et puis, c'est normal, c'est bien normal. Merci à vous d'être là, parce que j'aurais pu le garder pour la conclusion, mais avant que j'oublie, le spatial de demain, c'est quand même vous, parce que l'objectif, c'est le spatial futur. Voilà, je l'ai en partie devant moi. Maintenant, comment on va faire, comment vous allez vous y prendre, ça c'est intéressant d'en discuter. Et puis merci à Supaéro, à cette école. Effectivement, moi je suis de la promo 87. Et je me souviens, alors je ne sais plus si c'est dans cet amphi ou celui d'à côté, mais on avait eu ce type de discussion à l'époque, quand j'étais ici, donc ça devait être en 86-87, avec le chef de projet Hermès de l'époque. Et on avait pas mal secoué le chef de projet Hermès, on avait posé pas mal de questions. Et je m'en souviens encore, donc voilà, j'étais à votre place, et je considère que c'est toujours très, très intéressant et très important et très instructif de pouvoir échanger avec vous. Donc je vais pas forcément être très très long, je vais vous faire ça un peu
comme ça, a cappella, et puis sans support. J'espère que je ne serai pas trop brouillon, je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais ce qui m'intéresse, c'est les échanges avec vous et les questions que vous pouvez vous poser. Et j'essaierai d'y répondre le plus clairement et le plus franchement possible. Alors pour parler du futur du spatial ou de l'état du spatial aujourd'hui et de son futur, il faut un peu remonter, en France, il faut remonter dans le passé, faire un peu d'histoire quand même. Le CNES, Centre national d'études spatiales, il a été créé en 1961 dans une vision, une époque très, très gaullienne, au moment où a été créé le CEA notamment, avec l'objectif on ne savait pas à l'époque trop ce qui allait se passer dans le spatial, mais l'idée d'y être et d'en faire partie et d'être une grande puissance spatiale. Cette volonté, cette idée de départ, elle est toujours très présente en France et au CNES. On verra que c'est peut-être moins présent dans d'autres pays européens, mais en tout cas en France, c'est toujours très, très, très présent. 61, c'était une époque où il n'y avait rien, il y avait quelques militaires qui travaillaient sur les lanceurs à l'époque, mais il n'y avait pas d'industrie spatiale comme on la connaît aujourd'hui, il n'y avait pas de laboratoire de recherche spatiale comme on les connaît aujourd'hui, et donc l'objectif du CNES au départ, c'était de créer tout ça. Et c'était le mandat qu'avait le CNES. Et au début, donc, comme ça n'existait pas, on a tout fait à la maison. Donc, les premiers engins spatiaux ont été conçus, et plus que conçus, construits au CNES de A jusqu'à Z. Il y a eu un temps au CNES où on avait des gens qui faisaient du report de composants sur des cartes électroniques pour aller dans l'espace, parce que personne ne savait ça, c'était pas qualifié. On ne savait pas d'ailleurs ce qu'il fallait faire pour que ça tienne là-haut, etc. Donc, ça a fait qu'on a une culture au CNES, et on le revendique encore aujourd'hui. Dans le contrat d'objectifs et de performance qu'on a avec le gouvernement, c'est toujours écrit noir sur blanc dans les premières pages. On a une culture technique forte, et donc on a une double casquette. On est agence spatiale et on est centre technique. Et le centre technique, principalement, il est ici à Toulouse avec 70% de nos effectifs. On a un campus à côté où il y a 3000 personnes, mais au bout de l'avenue, là, mais il y a 1700 salariés du CNES qui y travaillent. Et c'est le grand centre technique du CNES où on a appris petit à petit, salut Christophe, à avoir Christophe Valorge, ta ligne c'est Space. Où on a appris petit à petit à développer des compétences techniques fortes, de l'expertise pointue au service de l'industrie et de la réflexion sur le futur du spatial, à la capacité d'acheter un système spatial clé en main, donc avec tous les intermédiaires. J'achète des morceaux, je les intègre, j'ai des salles blanches pour faire des satellites que je ne sais pas spécifier à l'industrie, j'achète des satellites, un segment sol, un lanceur, et je fais un système spatial. Donc voilà, on a toutes ces compétences au CNES qui se sont construites petit à petit. Et on revendique fortement cette culture technique au CNES, en même temps qu'on est agence spatiale et que donc on propose au gouvernement la politique spatiale de la France. Et puis quand nos propositions sont retenues, on met en œuvre ces propositions pour développer la politique spatiale de la France. Alors, ce que je peux vous indiquer aussi, c'est où on en est aujourd'hui du spatial. Pour moi, ce qui est important à comprendre, c'est les causes racines. Causes racines, elles sont doubles, de mon point de vue. Le développement des technologies spatiales, on pourrait y revenir avec tout ce qui est miniaturisation, tout ce qu'on sait faire aujourd'hui au niveau des instrumentations embarquées dans les satellites, et puis la révolution numérique. Et donc la révolution numérique, qui est, je pense, on est loin d'avoir encore compris, encore moins digéré ce que ça va changer dans nos sociétés demain. Et je ne parle pas que de l'intelligence artificielle, mais même tout simplement le numérique. Et donc les agences spatiales dans le monde, les grandes agences spatiales, se sont construites tout autour de deux piliers extrêmement stratégiques, étatiques: la connaissance, le savoir, la recherche, et puis la défense. Voilà, les enjeux stratégiques de défense. Les premiers cosmonautes soviétiques qui volaient sur les stations soviétiques, les premières Salyut, c'était des photographes. Il y avait deux jeunes photographes, là, je ne sais pas où ils sont passés, mais c'était des photographes militaires dont le boulot était de prendre des photos des sites secrets au sol, parce que voilà, on avait bien compris dès le début que le spatial, c'était un moyen de survoler sans autorisation n'importe quel point de la planète, et c'était un enjeu stratégique de défense.
Ces deux piliers sont toujours vrais, on y reviendra, ils sont de plus en plus importants, notamment celui de la défense. Mais à force de développer des missions spatiales qui mesurent à peu près tout aujourd'hui dans l'atmosphère, dans les mers, sur les surfaces émergées et dans toutes les longueurs d'onde, et puis avec la capacité du numérique d'intercorréler ces données, de les traiter en masse, de les transformer, de les intercorréler aussi avec des données in situ, mesurées sur place, eh bien, petit à petit, on a acquis la capacité de ne pas simplement fournir des livrets à une petite communauté scientifique des données d'un satellite ou de quelques satellites pour qu'ils fassent des publications, pas simplement donner à une communauté de militaires des données d'observation de la Terre pour qu'ils informent les forces, donc des choses qui étaient très verticalisées et très silotées, mais on croise tous ces éléments, on les traite une fois de plus en masse, et on peut faire des applications, aujourd'hui le spatial, pour l'agriculture, la pêche, l'aménagement du territoire, les assurances, la mobilité, terre, mer, air, etc. Et donc ça, c'est un nouveau domaine, parce que d'un monde très fermé et une économie très type armement et étatique et payée par les États, la recherche, c'est les États qui financent la recherche, la défense aussi, on arrive dans un monde où aussi, et ça ne remplace pas le précédent, on a la capacité de développer du business. Et qui dit développer du business, dit investisseurs privés, des prises de risques différentes, des enjeux privés où les gens décident eux-mêmes de ce qu'ils font, des risques qu'ils prennent, etc. Et donc une économie ouverte avec une concurrence qui est exacerbée aujourd'hui, qui peut être féroce parce que tout le monde peut faire du business avec ces moyens spatiaux et ces applications spatiales. Je parlais beaucoup d'observation en parlant des longueurs d'onde, mais il y a aussi évidemment tout le business autour des télécoms qui avait démarré avant avec la broadband, mais maintenant avec l'Internet des objets, etc. Donc avec des enjeux forts de développer aussi du spatial autour des télécoms. Alors ce n'est pas un monde qui remplace le précédent, comme je disais, ce n'est pas d'un monde économie plutôt type armement, on passe à un monde économie type ouvert, puis business ouvert. C'est une nouvelle voie qui se rajoute aux autres. Et donc ça, c'est une complexité pour nous, parce que du coup, on a à travailler sur les deux aspects. On pourrait dire, on est dans un monde ouvert compétitif, youpi, tout le monde se fait la compétition, et puis le meilleur gagnera, et c'est tout, et puis on verra bien qui reste vivant à la fin. Sauf que si tout le monde est mort à la fin, typiquement, et puis chez nous en France, on n'aura pas gagné, parce qu'il y a l'enjeu stratégique pour le pays, et un enjeu stratégique qui est de plus en plus important, parce que ça touche pas simplement la défense, pas simplement la recherche fondamentale et la connaissance, mais aussi l'économie du pays, et on se doit de maintenir cette capacité pour le pays. Donc voilà l'évolution du spatial aujourd'hui. Donc le CNES, dans tout ça, on travaille autour de 4 axes stratégiques, et vous allez voir comment ils sont riches et importants, et ce qu'on y fait aussi de concret. Le premier axe stratégique, c'est la souveraineté, en lien avec ce que je vous ai dit. C'est important pour un pays d'avoir un espace souverain, et la France en est persuadée. Et dans la souveraineté, on met 2 choses. On met l'accès à l'espace, parce qu'on est bien persuadé, nous, depuis longtemps en France, qu'on n'a pas de politique spatiale si on n'a pas un accès à l'espace autonome. Et d'ailleurs, c'est nos amis américains qui nous l'ont démontré sur un satellite franco-allemand, d'ailleurs, au départ, qu'on avait développé pour faire des télécoms. Et alors qu'ils nous lançaient, avec enthousiasme, tous nos satellites scientifiques, quand celui-là est arrivé, où il y avait des enjeux économiques, ils ont dit « Ah non, celui-là, celui-là, on ne va pas vous le lancer, celui-là ». Et donc, voilà. Donc on ne peut pas être pieds et poings liés comme ça avec même des alliés au niveau mondial si on veut avoir une politique spatiale. Donc accès à l'espace. Et accès à l'espace aujourd'hui, c'est quoi? C'est Ariane 6, c'est Vega C. Vous savez qu'on a réussi le premier lancement d'Ariane 6 l'année dernière. On a
réussi aussi le retour en vol de Vega C, qui était cloué au sol. Et on est passé par des moments difficiles ces dernières années où on a eu très peu de lancements parce qu'on n'avait pas de lanceurs disponibles en Europe. Et on a même dû envoyer quelques satellites sur des lanceurs américains parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc on a retrouvé cette autonomie avec ces 2 lancements. Évidemment, quand on est dans le spatial, on sait que c'est jamais gagné. Et c'est pas parce qu'on a réussi les premiers lancements que voilà, il faut réussir les suivants. Et on a notamment dans quelques semaines un lancement extrêmement stratégique pour la France, qui est le lancement de CSO3, 3e satellite de la constellation optique d'observation pour les forces, et qui va être lancé sur le deuxième lancement et le premier lancement commercial d'Ariane 6. Les lanceurs, c'est aussi l'arrivée de mini-micro-lanceurs au CSG, par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure. Les gens qui veulent faire du business avec du spatial. Au début, on en a eu beaucoup qui ont voulu, simplement parce que le ticket d'entrée n'est pas trop cher, traiter des données et en faire du service, des données existantes. Et il y a beaucoup de données existantes, y compris en libre service, qui sont aujourd'hui diffusées et qui peuvent être récupérées. Et puis, rapidement après, on a eu des gens qui ont eu des idées de faire des satellites, donc des industriels qui ont dit mais moi je vais faire du business en faisant de l'infrastructure spatiale, des satellites et même des lanceurs. Et donc aujourd'hui, on a des startups qui se sont créées pour faire des mini-micro-lanceurs. On en a aidé certaines avec France 2030. On a aussi une start-up raccrochée fortement à un grand groupe, Ariane Group, qui s'appelle Maya Space, et qui fait qui prépare un lanceur réutilisable. Donc on a tous ces opérateurs qui se créent. Ils ne seront sans doute pas tous vivants demain, mais il y en aura un certain nombre qui resteront, on l'espère, et qui pourront lancer depuis la base de Kourou. La souveraineté au niveau des systèmes de lancement, c'est aussi cette base de Kourou. Vous savez que là, on le dit souvent, mais il faut le redire, on a un emplacement qui est quand même le meilleur au monde, près de l'équateur. Donc pour les tirs vers l'Est, c'est extrêmement important pour utiliser l'effet de fronde de la rotation de la Terre, avec des azimuts vers le nord jusqu'à l'Est dégagés au niveau sauvegarde. Et la sauvegarde pour un pas de tir, vous savez que c'est extrêmement important. Vous avez vu ce qui est arrivé au dernier lancement Starship, c'est pas tant l'échec du lanceur, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres qui posent problème, c'est le fait que des débris sont retombés sur des zones habitées, et ça c'est pas top, et ça montre que la sauvegarde elle n'était pas vraiment assurée. C'est un rôle régalien qu'on a sur Kourou, et pour le CNES c'est très important. Et donc cette base, c'est pas simplement un carénage de milieu de vie qu'on est en train de faire, c'est une revisite complète des outils, de l'organisation de travail, comment le CNES va travailler avec les industriels, avec des opérateurs multiples demain et avec des outils nouveaux. Donc on a un grand programme qui s'appelle CSG, Centre Spatial Guyanais NG, nouvelle génération, et puis un programme FDS, Flexible, Digital and Sustainable, parce que c'est des sujets aussi importants, l'hydrogène vert, les champs photovoltaïques qu'on met à Kourou, en respect du développement durable. Donc ça, c'est la première moitié de la partie souveraineté, c'est accès à l'espace. Pas de politique spatiale sans accès à l'espace autonome. Deuxième moitié, c'est les capacités, autonomie d'action dans l'espace. Et là, on parle des programmes militaires. Et c'est le deuxième jambe dont je vous ai parlé tout à l'heure, la partie stratégie défense. Et c'est extrêmement important, et d'autant plus important que le spatial est plus stratégique, une fois de plus, y compris pour des raisons économiques, et qu'on ne peut pas se permettre de voir menacer nos moyens spatiaux parce qu'ils sont stratégiques, et donc il faut savoir quelles sont les menaces, comment y répondre. Alors du coup, on a deux familles de systèmes spatiaux de défense. La première famille, c'est la famille, je dirais, classique, qui est observation, observation optique, infrarouge, écoute électromagnétique et puis télécommunications cryptées. Ça, c'est aide aux opérations et aide aux forces. C'est du spatial un peu passif par rapport à de l'armement, de l'armement passif, mais qui est très important en termes d'information. C'est quelque chose sur lequel on est leader en Europe, et notamment sur l'écoute électromagnétique. On est les seuls à faire ça en Europe. Mais on a des systèmes d'observation et de télécommunication extrêmement développés grâce à notre industrie et ce qu'on a fait au CNES depuis le début sur ces sujets-là. Et puis, ça ne suffit pas parce que l'espace, en fait, comme la cyber, est devenu et reconnu par les militaires comme un nouveau domaine de conflictualité, un nouveau terrain de bataille. Et donc, il faut savoir
voir ce qui se passe là-haut. Florence Parly l'a dit, ce n'est pas un secret défense aujourd'hui. Il y a des satellites qui se baladent en orbite et qui vont renifler, regarder, se rapprocher d'autres satellites. Les grandes puissances spatiales savent faire ça aujourd'hui. Nous, on a décidé de faire ça aussi, dans un objectif d'abord d'avoir des sentinelles qui observent ce qui se passe autour de nos satellites, de montrer qu'on sait le faire. Et puis, si un jour on est agressé, de montrer qu'on saurait riposter. Donc, la militarisation du spatial, on peut le regretter, mais de toute façon, si on veut rester une grande puissance spatiale, on n'a pas trop le choix en ce moment que de passer par là. Et donc, on travaille à développer. On va lancer bientôt un démonstrateur qui s'appelle Yoda, justement, avec deux petits satellites. Un qui va faire la cible et un qui va faire le chasseur pour faire des manœuvres dans l'espace, des manœuvres actives dans l'espace. Donc ça, c'est le spatial militaire. Alors je rajoute là-dessus, évidemment, c'est d'actualité ici, qu'on a le commandement de l'espace, on a l'armée de l'air, qui est devenue l'armée de l'air et de l'espace, vous savez, il y a quelques années. Et donc on a un commandement de l'espace qui monte en puissance. Et de l'autre côté, par rapport à ici, de l'autre côté du CNES, mais c'est sur notre campus, quand même de l'autre côté de la rue, vers le parc technologique du Canal, il y a 2 bâtiments qui sont en construction pour le commandement de l'espace, pour un, et l'autre, c'est un centre de l'OTAN qui va venir s'installer sur le domaine spatial aussi, centre d'excellence OTAN. Et donc pour Toulouse, c'est extrêmement important. Et il y a à terme, au niveau du commandement de l'espace, 400 à 500 militaires qui vont travailler sur notre campus avec nous. Vous savez qu'on a un modèle dual en France qui nous est envié dans beaucoup de pays au monde. Il a été décidé dans les années 80, ça a été réaffirmé dans la stratégie spatiale de défense de 2019, signée par Florence Parly, justement, à l'époque, qu'on ne créait pas un CNES militaire en France, mais que la DGA s'appuyer sur les compétences du CNES. Alors, ils ont des directeurs de programme. Marie-Hélène a travaillé en tant que directeur de programme côté DGA sur ces sujets-là. On travaille ensemble avec la DGA, mais les compétences de base du spatial ne sont pas dupliquées. Et donc, les militaires, la DGA pour le développement des capacités et les opérateurs militaires du CDE s'appuient sur les compétences du CNES. C'est pour ça qu'ils sont venus s'implanter à Toulouse sur notre campus ici. Donc, un spatial militaire qui se développe très très fort en ce moment. Donc ça, c'est le premier axe souveraineté. Le deuxième axe stratégique, c'est compétitivité. Et ça, c'est directement en lien avec ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que on a un spatial qui devient concurrentiel avec des enjeux économiques et du business à faire. Et nos industriels, en France, ils sont certes liés à des contrats pour le pays dans la logique étatique, mais ils ont aussi de l'export, ils ont aussi à être compétitifs au niveau mondial. Et comme le paysage que je vous ai décrit, il n'est pas compris que par nous, ça serait bien, mais tous les pays au monde développent leur capacité spatiale, donc développent leur compétitivité. Et si on veut rester à la place qui est la nôtre aujourd'hui dans le monde, il faut rester compétitif. Et donc ça, c'est un sujet très important. Sur ce sujet-là, on a aussi le développement de ce qu'on appelle, ce que j'aimerais pouvoir dire qu'on a appelé, mais par facilité de langage, on l'emploie toujours, le New Space, c'est-à-dire une espèce de famille d'industriels et notamment des startups qui pensent différemment et qui fait des choses différentes des acteurs classiques du spatial. Et si on écoute certains qui les font plus vite, mieux et moins cher, évidemment, ce n'est pas le cas. On a développé, parce qu'il y a cette poussée du business, parce qu'il y a des startups qui se sont créées, parce que des gens ont dit je vais me mettre au spatial, de nouvelles façons de travailler, avec des prises de risques beaucoup plus importantes que des industriels qui étaient plus habitués à travailler dans un domaine étatique. Donc là aussi, ce n'est pas quelque chose qui remplace, c'est un enrichissement. Et d'ailleurs, les industriels classiques du domaine, Christophe pourra en parler tout à l'heure, travaillent de plus en plus avec ces nouvelles méthodologies et ces nouveaux acteurs du spatial. Donc pour moi, il n'y a pas un new space qui ferait référence en creux à un old space. Il y a un spatial qui se développe dans une logique de compétitivité et avec un peu, je ne vais pas dire à 2 vitesses, mais avec 2 objectifs, savoir faire des choses très compétitives, même si les perfos ne sont pas optimales, même si la fiabilité n'est pas optimale parce qu'on peut prendre des risques et des clients veulent pouvoir prendre des risques. Et puis faire aussi des choses extrêmement pointues pour des sujets plus stratégiques et plus étatiques.
Sur ce sujet-là, France 2030, vous savez, c'est un grand programme de relance de l'économie française, a une partie spatiale et le CNES a été opérateur de France 2030 avec la BPI et d'autres acteurs. On a eu un démarrage un peu poussif avec une comitologie compliquée qu'on s'est bien inventée en France. Mais sur le 1,3 milliard qui était dévolu à France 2030, on a déjà engagé plus d'1 milliard justement pour développer ces nouvelles façons de travailler. Et ça, c'est bien parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes budgétaires, on ne sait pas si on pourra aller bien plus loin. Et en tout cas, ce qui est engagé et on pourra continuer à travailler là-dessus. Donc ça, c'est le deuxième axe important, c'est compétitivité. Le troisième axe, c'est l'excellence scientifique. On a en France une communauté scientifique du top niveau mondial. On fait des premières mondiales régulièrement. On est sur toutes les missions martiennes de la NASA, que ce soit les 2 rovers Curiosity, Perseverance, ou que ce soit l'atterrisseur qui maintenant a cessé de fonctionner, qui s'appelle InSight, et où on a été les premiers à mesurer les tremblements martiens pour comprendre la structure interne de la planète. Ce n'est pas pour nos beaux yeux que les Américains nous embarquent sur ces missions. C'est parce que on est tout simplement parmi les meilleurs au monde, et nos labos de recherche sont parmi les meilleurs au monde, et à leur capacité de développer des instruments qui révolutionnent la recherche spatiale, que ce soit en planéto, j'en ai parlé, mais aussi en astronomie, gamma, ou en observation MIRI sur le James Webb Space Telescope. C'est un instrument français qui a été développé avec le CEA et qui permet beaucoup d'observations du JWST sont faites avec cet instrument. Ça se sait pas beaucoup, mais c'est une réalité qui a été conçue en France et développée en maîtrise d'ouvrage CNES avec le CEA. Et donc ça nécessite du budget, ça nécessite... malheureusement, on est bon partout. Donc je vous dis, quel que soit le domaine scientifique, les chercheurs. Donc ils sont sélectionnés dans plein de calls internationaux. Et donc on se doit de les soutenir. Et c'est un sujet passionnant, très important, et qui coûte un peu d'argent dans l'équation générale du spatial. Point sur lequel je n'ai pas insisté, mais qui est un ADN important de la France, et donc du CNES, c'est les coopérations internationales. La science, ça me donne l'occasion de le faire. Tous nos projets, aujourd'hui, à part l'écoute électromagnétique, qui est le contre-exemple peut-être, mais même les projets EIODA, mais même les projets militaires sont en coopération internationale, alors intra-européenne ou avec des partenaires étrangers. Et le spatial est un outil, évidemment, de la diplomatie française. Donc on travaille aujourd'hui avec tous les grands acteurs du spatial dans le monde, les États-Unis, j'en ai parlé, mais aussi le Japon, l'Inde, la Chine. On a lancé cette année 2 missions avec la Chine, une mission sur justement l'astronomie de haute énergie avec la mission SVOM qui détecte des sursauts gamma dans l'univers, et puis un équipement qui a été monté sur Chang'e 6 pour mesurer le radon, les émissions de radon sur la Lune, qui était aussi développé par un labo français. Donc beaucoup de coopération internationale. C'est une richesse aussi du spatial que de pouvoir travailler avec l'ensemble des pays dans le monde. Ça, c'est les ingénieurs qui ont bossé sur des projets spatiaux avec qui les Indiens, qui les Soviétiques ou les Russes à l'époque. Alors ça, par contre, c'est un peu terminé en ce moment. Mais les Américains, les Japonais, on rencontre une nouvelle culture, des nouvelles façons de travailler. Les Indiens, c'est encore peut-être le plus compliqué. Donc c'est un sujet très intéressant du spatial et qui va continuer à se développer. Donc l'excellence scientifique, c'est le troisième axe de nos actions. Et puis le quatrième, alors il n'y a pas d'ordre de priorité dans ce que je vous dis, mais le quatrième axe, c'est le développement durable. Et le développement durable avec 2 volets. Ce qu'apporte le spatial en termes de développement durable et de compréhension du changement climatique, de compréhension du fonctionnement du système Terre. Alors là, on peut citer un satellite, une fois de plus, qui est en coopération franco-américaine, qui s'appelle SWOT, et qui est quelque chose qui a ouvert vraiment une nouvelle fenêtre sur l'altimétrie et l'océanographie, puisque c'est un satellite. Vous savez qu'on a la mesure qui est la plus ancienne au monde, mesurée depuis l'espace, c'est la hauteur de l'eau des océans et des mers.
Et c'est une coopération historique avec les Américains qui a commencé avec Topex Poseidon. C'était quelle année, Magali, tu sais, 92, premier système. Et puis qui a duré depuis. Donc depuis ce moment-là, on mesure la hauteur, la montée de hauteur de l'eau. Alors la moyenne qui est souvent donnée, c'est 3,2 mm par an. D'ailleurs, je ne sais plus si on dit ça aujourd'hui, parce qu'on est plutôt à 5, 6, 7 aujourd'hui mm par an. Donc et ça code directement pour le réchauffement climatique, puisque au premier ordre, c'est lié à deux choses. La fonte des calottes glaciaires, évidemment, qui rajoute de l'eau et qui fait monter le niveau, et puis la dilatation de l'eau elle-même à cause de la chaleur. Donc on code avec ça directement pour le réchauffement climatique. On a des satellites en développement et un qu'on va lancer cette année qui s'appelle Microcarbe pour mesurer les gaz à effet de serre. Donc Microcarbe va mesurer le CO2. On a un autre satellite qui peine un peu à être développé avec nos amis allemands qui est Merlin pour mesurer le méthane. Et donc là aussi c'est important pour comprendre le cycle du carbone, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions anthropiques. Et demain, pour mesurer les engagements des pays sur leurs émissions de gaz à effet de serre, on sent bien que le spatial sera un outil très important pour ce faire. Et donc, on développe ces satellites aujourd'hui pour comprendre et mesurer les gaz à effet de serre, le cycle du carbone, et puis comprendre le système Terre. On a lancé il y a quelques années, c'est le président Macron d'ailleurs qui l'a fait, lors d'un Bourget il y a 6 ans sans doute, parce qu'on a une année Bourget aujourd'hui, donc c'est il y a 6 ans, un programme qui s'appelle le SCO, le Space Climate Observatory, qui consiste à mettre en commun des moyens. Il y a aujourd'hui 27 pays qui sont membres du SCO, pour mettre en commun les moyens satellitaires, mais aussi des méthodes, des méthodologies. Alors pas pour comprendre au sens scientifique du terme le fonctionnement du système Terre, mais pour démontrer les effets du changement climatique sur des endroits bien précis, en termes de risques d'inondation, sécheresse, déforestation, etc. Donc des effets concrets qui se passent à des endroits concrets pour montrer aux politiques, aux décideurs quels sont les effets. Et après, on peut faire des simulations en fonction des hypothèses qu'on fait sur les niveaux de réchauffement climatique. Et alors, ce qu'il y a d'hyper intéressant avec le spatial, c'est que quand vous travaillez sur un projet concret, des risques d'inondation à Palavas-les-Flots, dans le sud de la France, à cause de la montée de l'eau dans la mer Méditerranée, comme vous avez les données satellitaires sur Palavas-les-Flots, vous avez dans le monde entier, parce que vos satellites ils sont défilants et vous les avez partout. Et comme vous avez travaillé ces méthodologies entre des équipes pluridisciplinaires et de plusieurs pays, vous pouvez avoir les mêmes applications à New York, à Shanghai ou ailleurs. Et donc c'est très riche pour développer des projets pour montrer le changement climatique. Malheureusement, le changement climatique, c'est aussi des catastrophes naturelles. Et on a une charte aussi des catastrophes naturelles qui a été lancée. On a été les pionniers avec l'ESA pour lancer cette charte. Aujourd'hui, on a aussi plusieurs dizaines de pays qui participent à cette charte. Et là, c'est autre chose. Malheureusement, c'est quand il y a une catastrophe qui se déroule quelque part, un tremblement de terre, des inondations, des ouragans comme récemment, très rapidement, on a un chef de projet qui est nommé et qui coordonne l'ensemble des satellites qui font partie de la charte pour récupérer des données et en faire de la cartographie rapide, parce que c'est pas tout d'avoir des données, mais il faut les donner aux gens qui vont secourir les gens qui ont subi les catastrophes, et donc savoir où sont regroupées les populations, quelles sont les routes coupées, par où on peut passer, où est-ce qu'il faut aller. On sait faire en quelques heures, en 1 ou 2 jours, rapidement des cartographies, et donc fournir aux sécurités civiles locales ou aux gens qui viennent de l'extérieur très rapidement des informations importantes pour gérer ces catastrophes. Donc voilà les 4 axes de nos actions. Je rappelle, souveraineté, important, compétitivité, excellence scientifique et puis développement durable. 2 mots, puis après je vous laisse la parole pour les questions sur notre environnement international. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas les seuls à faire cette analyse, et donc le spatial se développe partout à grande vitesse. Les grands pays, les grandes puissances spatiales mettent énormément d'argent dans le spatial. Pour vous donner des ordres de grandeur, l'Europe, c'est à peu près au niveau étatique 12 milliards d'euros par an au niveau du spatial.
Les États-Unis, c'est 70 milliards de dollars. Donc voilà, vous voyez un peu la différence de vitesse. Les Chinois, on ne sait pas mesurer, évidemment, mais c'est sans doute entre les deux, et en tout cas, ils vont extrêmement vite. Les Indiens aussi sont en train de privatiser aussi leur activité spatiale. C'est un pays historique du spatial, et ils avaient tout dans un grand centre étatique qui s'appelle l'ISRO, l'Agence spatiale indienne, et ils sont en train de développer des initiatives privées en Inde pour faire du spatial. Donc ça aussi, ça va à toute vitesse. Le Japon développe un spatial aussi, qui a un modèle assez proche de la France d'ailleurs, mais curieusement, parce qu'on est assez éloigné, mais le modèle spatial japonais est assez proche du nôtre, et il se développe beaucoup aussi. Donc au niveau... Et alors, ça c'est des grands de puissance classique, j'ai envie de dire, ou historique du spatial, mais on a plein de nouveaux entrants. Aujourd'hui, on a, nous, des coopérations avec 45 pays ou organisations internationales dans le spatial. Et donc, on travaille beaucoup, par exemple, avec les Émirats arabes unis, qui ont décidé d'investir dans le spatial et qui ont des actions très concrètes pour développer du spatial en termes d'observation, en termes de volabilité, puisqu'ils ont des astronautes émiriens qui ont volé sur l'ISS, puis dans différents domaines, le LEO-PNT, le positionnement par satellite. Enfin, ils ont beaucoup de projets qui veulent, et on est présent avec eux pour travailler avec eux. Et puis tout un tas de pays autour du monde qui développent leur agence, qui commencent à travailler, qui développent des technologies. Au début, ils veulent partager notre savoir pour savoir comment on utilise des données spatiales, hein, ça commence comme ça. C'est important d'y être au début pour qu'ils développent le réflexe France et qu'ils viennent nous voir après, parce que le step d'après, c'est d'acheter des systèmes, et là, il faut placer notre industrie, et puis le step encore d'après, c'est de se doter de compétences chez eux, donc tous se suivent un peu ce parcours, et on est à leur côté autant qu'on le peut, et une fois de plus, c'est un ADN de la France de travailler avec tous ces pays. Donc ça, c'est l'international. Je ne vous parle pas de Musk et de Trump parce que vous aurez des questions. Et puis en Europe, on a là comment dire, un système qui est un peu compliqué parce que du fait que le spatial est de plus en plus stratégique, on a aussi des replis nationaux, et par la politique développée dans certains pays européens, des replis nationaux qui font que des pays, et des grands pays comme l'Allemagne, l'Italie typiquement, qui sont, il faut le dire, aujourd'hui derrière la France en termes de compétences spatiales, veulent acquérir des compétences chez eux, parce que c'est stratégique pour leur pays. Et donc ils ne jouent pas trop le jeu de l'Europe et de dire on va mettre nos moyens en commun pour développer des moyens au niveau d'une Europe qui pourrait se comparer à la Chine, aux États-Unis, même si je vous expliquais qu'il y avait quand même une différence. Mais enfin, en tout cas, c'est mieux de comparer l'Europe à ces pays-là que chacun des pays, même si c'est la France, l'Italie, l'Allemagne ou d'autres. Et donc, on a travaillé sur l'importance pour l'Europe, et je pense que les événements que je n'ai pas cités tout à l'heure vont faire en sorte que peut-être il y aura une prise de conscience sur le fait que l'Europe doit mieux travailler ensemble demain. Mais on a cette distinction au niveau Europe aujourd'hui qui est un peu compliquée. Et on a aussi il y a trois acteurs, hein. L'Europe spatiale, c'est les États membres, donc voilà, les pays que j'ai cités et puis tous les autres. Et puis ensuite deux acteurs, l'Union européenne et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avec deux méthodologies différentes. L'Union européenne a la légitimité politique, donc elle a du budget et elle mène des grands programmes comme Galileo, Copernicus, Iris-Carré qui a été signé en fin d'année dernière et qui est une signature très importante notamment pour nos industriels et pour les télécommunications en Europe. Et puis l'ESA qui travaille avec un autre système de retour géographique. Donc chaque pays qui met 1 euro à l'ESA récupère 1 euro d'activité dans son pays. Et ça, c'était très intéressant. Et d'ailleurs, le spatial a été un modèle de construction européenne quand il y avait peu d'activités en Europe qui existaient et que donc il fallait développer tout ça et il fallait récupérer de l'argent et puis développer de l'activité un peu partout. Et donc, si les pays mettaient de l'argent et puis dupliquer certaines activités chez eux, etc., c'était pas bien grave parce qu'il y avait peu d'acteurs. Aujourd'hui, on est dans une situation très différente où on a beaucoup d'acteurs en Europe, des compétences un peu partout. Et une compétitivité qui a monté, et donc la nécessité d'être compétitif. Et donc ce système du retour géographique, nous en France, on analyse comme étant
avoir été très performant dans le passé et l'être beaucoup moins, voire contre-productif aujourd'hui, parce que ça conduit bien souvent à dupliquer des compétences au niveau européen, et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Donc on milite pour un modèle de l'ESA un peu à deux vitesses, sur certains sujets comme les programmes scientifiques de l'ESA, qui sont quand même extrêmement intéressants au niveau et de niveau mondial, continuer à travailler comme l'ESA le fait, avec des pays qui veulent participer à ces programmes scientifiques, qui mettent de l'argent et qui développent les programmes, mais faire monter l'Union européenne en compétences et faire en sorte que l'ESA puisse travailler, il n'y a pas de honte à ça, comme une agence technique au service d'une politique de l'Union européenne, et avec des modes d'appro, donc des modes de compétition entre les industriels qui soient développés dans la logique Union européenne, et puis après que l'Union européenne s'appuie sur l'ESA pour développer les systèmes, parce qu'ils ont de vraies compétences techniques sur lesquelles effectivement il serait dommage de ne pas s'appuyer. Donc ça, c'est les difficultés un peu politiques européennes en ce moment, et on aura à la fin de l'année une conférence ministérielle de l'ESA qui se passe tous les 3 ans et qui sera un moment important pour voir quels sont les niveaux de souscription des différents pays, les engagements des pays à l'ESA, et puis en contrepartie de ça, les engagements de certains pays aussi sur des sujets non ESA. Parce qu'on est un peu les seuls en France à avoir cette capacité de développer du spatial par l'ESA ou hors ESA en national, alors que d'autres pays, c'est leur agence quelque part, l'ESA, et donc ils mettent tout leur budget à l'ESA. Donc nous, on travaille différemment et on va essayer d'optimiser les budgets qu'on mettra à l'ESA versus les budgets qu'on mettra ailleurs, en national notamment, pour l'aide à la compétitivité, enfin pour les 4 axes que je vous ai décrits. C'est un enjeu important. 2025, une année hyper importante pour nous, parce qu'on a d'abord la montée en cadence, la confirmation d'Ariane 6, des lancements très importants pour la défense tout au long et la montée en cadence d'Ariane 6 tout au long de l'année. On a une année Bourget, donc vous savez qu'au Bourget, c'est largement lié à l'aéronautique, mais on parle de plus en plus spatial au Bourget, donc on va avoir un Bourget un peu spécifique qui va parler beaucoup spatial cette année, on est très content de ça. On a une conférence des Nations Unies qui va être très importante en juin à Nice, qui s'appelle l'UNOC, et qui va parler des océans. C'est les Nations Unies qui parlent globalement de la gestion des océans, et on va y mettre une séquence spatiale, parce que je vous ai parlé un peu de SWOT, mais il y a d'autres applications du spatial qui servent les océans. Et puis la conférence ministérielle en fin d'année à Brême, de l'ESA, pour définir les niveaux de souscription de l'Europe à l'ESA sur les sujets spatiaux. Donc voilà un peu les grands rendez-vous de cette année. Voilà le panorama un peu global que je voulais vous dresser. J'ai essayé d'être le plus complet et le plus clair possible, mais évidemment, maintenant, ce qui est intéressant, c'est vos questions. Voilà. Merci. Je vais juste présenter les alumni aux affaires, puisqu'il y a des alumni qui sont plus aux affaires comme moi. Il y en a un que je vais citer tout de suite, qui est Michel Courtois, qui est un grand monsieur que certains d'entre vous connaissent. Donc les gens aux affaires, ils sont à l'écran. Donc Marlène Debanque, que vous l'identifiez pour pouvoir discuter avec elle pendant le... Voilà. Ensuite, vous avez Marius Sellette, que vous connaissez, je suppose, certains d'entre vous, en tout cas je l'espère. Oui. Jean-Michel Darrois, je ne sais pas s'il est arrivé, Jean-Michel. Non, apparemment, il n'est pas là, je ne le vois pas, qui est donc Aerospace Angels, qui avait il devait arriver en retard, donc il va arriver. Et puis Emmanuel Giraud, qui est là, oui, voilà. Et Julien Doche, qui est là. Martin Gros, le cofondateur, et puis Didier Meunier, que je remercie tout le monde, hein, mais qui a... Non, mais c'est intéressant parce qu'il est fondateur d'une entreprise, donc il y a des futurs... il y a des fondateurs de start-up, et puis Étienne Montagnon, qui est là, donc qui seront à votre disposition pour discuter pendant le...
Alors maintenant, on va passer à la séance de... Ah non, je l'ai oublié, la suite, excusez-moi. Là, c'est mon grand âge qui me... Et surtout Grégory va m'en vouloir à mort. Ouais. Donc, qui est intéressant puisqu'il a quitté Airbus DS, il est chez Exotreil. Magali, hein, Madame Swat, hein, on peut dire. Hein. Ouais, un peu. Et puis Christophe Valorge, hein, qui arrive en retard, mais voilà. Et puis Cédric Virmontois, qui est juste à côté. Voilà, donc maintenant, on va passer aux séances de questions. Donc, on a 2 micros, et donc... Juste avant de vous passer là, même pour les premières questions, je me suis rendu compte que j'ai oublié un truc. Dans la partie développement durable, j'ai dit qu'il y avait 2 aspects, puis j'ai parlé que du premier. Il y avait évidemment l'aspect utilisation du spatial pour observer, comprendre, etc., ce que je vous ai dit. Et puis il y a aussi la responsabilité qu'on a de l'activité spatiale vis-à-vis de l'environnement. Alors j'en ai un peu parlé quand j'ai parlé de Kourou, mais aussi au niveau des systèmes spatiaux, tout ce qui est lié à la loi sur les opérations spatiales qu'on essaie d'étendre au niveau européen, donc la gestion des débris le plus proprement possible, et puis l'impact donc de l'activité spatiale sur l'environnement spatial et les retombées aussi terrestres. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup actuellement. On a été leader quand même en France et pionnier en France sur une loi sur les opérations spatiales pour réguler l'activité spatiale par rapport à ce qu'on fait dans l'espace. Donc voilà, ça c'est important. Et puis aussi la décarbonation de la filière spatiale, puisqu'on a été mandaté l'année dernière par le ministre des Finances pour piloter une feuille de route de décarbonation de la filière spatiale. C'est quelque chose qu'on travaille pas tout seul dans notre coin, évidemment, avec les industriels, avec le GIFAS. Et on a bien avancé sur le sujet. Et normalement, cette feuille de route, elle doit sortir cette année, le premier semestre de cette année, peut-être au niveau du Bourget d'ailleurs, on va voir, où on va expliciter donc le schéma, la feuille de route donc, et le profil de décarbonation de la filière spatiale avec tout ce qui est éco-conception des systèmes, et que ce soit lanceur d'ailleurs ou satellite. Voilà. C'est un sujet, j'avais oublié d'en parler, et je m'en rends compte maintenant. Bonsoir Lionel, merci déjà pour ce discours. Donc pour ma part, je suis gobonais. Ça marche ou pas? Oui, oui, ouais. très. Et moi, je suis un jeune alumni, mais alumni quand même. Et je dirige avec Stéphanie Lizidestré une startup qui s'appelle le Space Flight Institute, qui est incubée ici à Super Héros. Et on travaille à former des experts et opérateurs du vol habité au sol pour les agences, mais aussi dans l'espace, des astronautes. Et vous avez évoqué la partie privatisation et business côté télécom et observation de la Terre. Aujourd'hui, on observe aussi une privatisation côté activité en orbite basse et en vol habité, notamment avec la transition de l'ISS aux stations spatiales commerciales, aux activités commerciales, aux astronautes commerciaux. Comment, avec votre expérience d'ancien directeur côté vol habité au CNES et votre position actuelle, vous voyez cette transition au privé dans les activités en orbite basse, et comment la France et l'Europe et le CNES comptent respecter l'axe stratégique de compétitivité sur ce point-là face à la NASA, aux Américains qui ont déjà mis en place le programme CLD, mais aussi les Indiens que vous avez évoqués. Donc voilà, ces 2 questions-là. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement une orientation qui a été prise par les États-Unis et la NASA, qui d'ailleurs, on va voir ce que ça va devenir dans les semaines et mois qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger, en disant, voilà, nous, notre stratégie en termes de vol habité, c'est le retour. Alors le retour sur la Lune, c'est malpropre parce qu'en fait, ils veulent aller sur la Lune pour mettre une base permanente sur la Lune. C'est pas le retour en sens de planter un drapeau, même si maintenant on reparle d'aller planter un drapeau, mais plus loin. C'était l'idée de construire une base permanente sur la Lune. Et donc, comme les budgets quand même sur le vol habité, c'est extrêmement important, pour ne pas payer à la fois l'orbite basse et puis la Lune, et parce que l'orbite basse aussi considérait qu'ils avaient fait un peu le tour, comme on dit, et que des privés pouvaient s'en emparer, dire on va permettre ou inciter les privés à construire des stations privées pour faire des expérimentations en orbite basse. Ce n'est pas la peine d'aller sur la Lune pour faire de la micro-pesanteur.
Et puis, nous, on va mettre de l'argent public sur la Lune. Alors, du coup, la stratégie européenne, c'est quoi? Ben, c'est de dire, sur la Lune, c'est extrêmement politique. Le vol habité, c'est politique, hein. Je ne vais pas vous dire, moi, qui ai travaillé pendant 10 ans là-dessus, qu'on fait pas de bonnes expériences en micropesanteur. On sait faire des expériences de grande qualité en micropesanteur, et nous, notamment, au CNES, on en a fait beaucoup. Mais ce n'est pas ça le moteur du vol habité, ni les technologies. Le moteur, il est d'abord politique. Et quand on a ce moteur politique et la volonté politique d'y aller, eh ben derrière, ça drive des capacités techno, ça drive de l'industrie, et ça drive de la science, en micropesanteur typiquement, ou voire sur la Lune demain. Mais c'est dans ce sens que ça se regarde. Et donc l'idée, c'est de dire, ben nous, sur la Lune, on a quand même une nouvelle dimension qui est quand même, qu'on le veuille ou non, de l'appropriation de terrain et de la définition de lois, de méthodes de travail et de comportement sur ces bases extraterrestres. C'est les premières fois où des femmes et des hommes vont vivre dans des bases sur un autre astre que la Terre. Est-ce que nous, Européens, on veut participer à ça ou pas? Les règles de tout ça vont se discuter entre ceux qui y seront. Donc les Chinois veulent y aller avec les Russes, les Américains veulent y aller avec des partenaires. Est-ce que l'Europe veut être de l'aventure ou pas? C'est une question éminemment politique qui a d'ailleurs été posée ici à Toulouse en 2022 par le président de la République Emmanuel Macron, qui était alors président de l'Europe et qui a posé la question comme ça. Il faut réfléchir et puis vous nous dites si on y va ou si on n'y va pas, et puis c'est politique. Et donc ils ont mis en place un groupe de travail qui a fait un rapport, etc. Et bon, le rapport, évidemment, il est extrêmement positif pour dire il faut y aller, il faut qu'on y aille de façon autonome, dans 10 ans, on sera sur la Lune et tout. Ils n'avaient pas de contraintes budgétaires, donc c'est un peu facile. Hein. Mais après, ben, ça reste une question politique, et je pense que c'est vraiment une question à se poser de est-ce qu'on veut y être ou pas, à côté des Indiens, des Chinois demain, des Américains, ou alors on les laisse faire, et puis on regarde, et puis on... Voilà. Et donc, en contrepartie de ça, il y avait la privatisation de l'orbite basse. Et là, l'idée, l'analyse qui a été faite, c'est de dire, ben nous, il faut qu'on incite aussi des privés européens à développer des moyens pour faire du barter demain. Alors du barter, c'est du troc. Aujourd'hui, on fait du troc entre gouvernements. C'est-à-dire que quand on veut faire voler Thomas Pesquet, ben, on paye du fret envoyé dans la station. Alors ça, c'était avec des ATV avant, où on paye aujourd'hui des ESM, c'est-à-dire des blocs moteurs qu'on met sur les modules Orion. On les livre in kind aux États-Unis, en contrepartie de quoi ils nous font voler nos astronautes. C'est comme ça que ça marche. Mais demain, en orbite basse, ça pourrait marcher entre privés. C'est-à-dire que si nous, le mauvais modèle, ça serait que la France soit amenée à payer des privés américains avec de l'argent sonnant et trébuchant pour faire ses missions. Donc l'idée, c'est de lui dire, plutôt que de faire ça, on va payer des privés européens. Et donc on a The Exploration Company, on a des industriels qui ont commencé à monter, on a TAS qui prépare un cargo pour ravitailler les stations, et dire on paiera en nature là aussi, plutôt que de payer directement les Américains pour faire voler nos astronautes si on veut demain faire de l'activité en orbite basse pour des expérimentations ou autre. Donc c'est ça le modèle qui a été développé. C'est pour ça qu'il y a eu un challenge qui a été lancé. Donc il y a The Exploration Company, la boîte d'Hélène Huby, et TAS, Thales Alenia Space, qui ont été sélectionnés. Et puis à la ministérielle de la fin de l'année, ça sera un des sujets de voir comment on va plus loin, quel argent il faut mettre sur la table, qui est prêt à financer ces activités pour développer ces moyens-là. Les capsules qui ont été développées dans le contrat côté tech ou côté TAS sont faits pour être upgradés en habité si jamais on décide d'aller plus loin dans une démarche incrémentale.
Alors, comme tu le dis, il n'y a pas que la partie souveraineté, parce que dans Iris Carré, il y a quand même des investisseurs, donc des opérateurs qui mettent de l'argent privé de leur boîte. Il y a SES, Eutelsat et Hispasat qui ont répondu à la commission avec du budget, en disant, nous, on va y mettre... de mémoire, c'est un peu plus de 4 milliards d'euros de leur boîte, quoi, de leur argent. Et donc derrière, il faut qu'ils fassent tourner leur business model pour rentabiliser tout ça. Et ben, la réponse, c'est la compétitivité du système, de ce qu'on mettra en place, et le besoin global en communication qui sera important pour utiliser ces moyens-là, et aussi peut-être arriver à se protéger un peu d'activités qu'on pourrait penser comme étant non respectueuses typiquement de l'environnement. Iris Carré, c'est 300 satellites. On ne parle pas de 300 satellites, 306 parce qu'il y en a quelques-uns qui sont en spare là. Mais ce n'est pas des dizaines de milliers de satellites. Est-ce qu'on considère que le fait de remplir le ciel de dizaines de milliers de satellites, c'est vertueux ou pas? Et si on considère que ça ne l'est pas et que nous, on ne le ferait pas, est-ce qu'on peut accepter de s'appuyer sur ce type de développement hors Europe pour... voilà. Sans doute pas, sauf qu'aujourd'hui on n'a pas d'alternative à proposer à ça, donc il faut déjà construire une alternative et puis voir après derrière s'il faut se protéger ou comment on peut accepter ou pas ce type d'activité. Bon, il y a l'activité régalienne qui est hyper importante, qui est hyper stratégique. L'activité commerciale, c'est un engagement des opérateurs aujourd'hui d'investir de leur budget là-dessus. Donc voilà. Bonsoir, 1, 2, 2, il marche. Christophe, tu pourras peut-être compléter. Enfin, vous m'aidez tous, hein, parce que... Merci beaucoup pour la présentation. Je reviens sur le volet développement durable. Comme vous l'avez souligné, le CNES et l'Agence spatiale européenne sont moteurs dans cette démarche pour essayer d'avoir un spatial qui puisse être durable. Et je partage aussi votre vision que ce n'est pas forcément envoyer 10 000 satellites en orbite qui va être bien de ce côté-là. Sauf qu'on le voit, actuellement, ce n'est pas l'Europe ni le CNES qui envoient beaucoup de satellites en orbite. C'est plutôt ce qui se passe aux États-Unis. Et aux dernières nouvelles, ceux qui sont responsables des envois de ces satellites ne sont pas forcément ceux qui sont le plus sensibles à la cause écologique. Qu'est-ce que le CNES peut faire pour essayer de jouer un rôle là-dedans et d'influencer ces acteurs d'une manière ou d'une autre pour éviter que, certes, nous, on fait des réformes philosophiques sur l'écologie, mais eux, finalement, ils s'en fichent? Oui, alors d'abord, on ne fait pas que de la philosophie. Nous, à notre niveau, en tout cas, on fait des actions, on mène des actions concrètes par rapport à ce qu'on maîtrise et ce qu'on peut faire. Effectivement, l'activité de SpaceX, de Starlink, on n'a pas d'action directe par rapport à ça, en tout cas aujourd'hui. Par contre, on travaille beaucoup à sensibiliser les acteurs mondiaux quand même à cette problématique. On travaille depuis des années, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Louis, dans une structure qui s'appelle Interagency Debris Committee, où tous les agences du monde sont là. Hein. Il y a la NASA, mais il y a les Russes, il y a les Ukrainiens, il y a les Chinois, qui sont les plus gros pourvoyeurs aujourd'hui de débris quand même dans le monde. Et on discute ensemble de règles, de guidelines qui ne sont pas... Aujourd'hui, il n'y a pas de loi mondiale. Le problème, c'est que le spatial, si vous voulez réguler tout ça, c'est au niveau mondial. Si vous avez 80%, même 80%, 90% des pays qui suivent des règles et 10% ou 20% qui font n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et donc, c'est la grosse difficulté. Et des règles mondiales aujourd'hui, des exemples de règles mondiales qui sont appliquées, il n'y a quand même pas beaucoup. L'intérêt dans l'autre sens, c'est que si c'est le bazar là-bas, c'est tout le monde qui paye, c'est-à-dire c'est tout le monde qui en pâtit. Donc même quelqu'un comme Elon Musk, il n'a pas quand même intérêt à ce qu'on ne puisse plus faire d'activité dans l'espace, parce que lui, il veut en faire. Donc il y a un moment donné, il y a cette sensibilisation qui est importante, et dans l'IADC, mais au niveau de l'ONU aussi. Alors l'ONU, ça marche à la vitesse de l'ONU, hein, mais on y travaille et on sensibilise le sujet, et démontrer qu'à terme, si ça continue, on ne pourra plus avoir d'activité dans l'espace, ça pèse quand même. Donc voilà, on est fou jusqu'à un certain point, on peut l'espérer, quoi. Donc voilà, donc on a des actions concrètes, mais il faut in fine qu'il y ait un accord un peu mondial, et ça c'est le plus compliqué. Il n'y a pas d'exemple, de mon point de vue, où ça fonctionne aujourd'hui. Et le spatial, ça pourrait être novateur par rapport à ça, hein.
Merci pour la présentation. J'avais deux questions rapides. La première, toujours sur Iris. Il y a une annonce un peu étrange, peut-être, enfin, du moins pour nous qui ne sommes pas forcément dans les sphères du spatial, de l'Italie, qui annonçait un partenariat potentiel avec Starlink. Est-ce que ça remet en cause le projet Iris? Et qu'est-ce que vous en pensez de manière plus générale? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des nouvelles de l'European Space Law qui potentiellement pourrait justement apporter une réponse législative à ces problèmes qu'on évoquait? Alors, des nouvelles récentes, non. Sinon qu'on y travaille et qu'on pousse et que c'est c'est bien orienté, c'est-à-dire qu'il y a une volonté vraiment de travailler dans ce sens-là à Bruxelles, et donc et nous derrière on est là. Pas tant pour que ça se fasse, parce qu'on n'a pas trop de crainte là-dessus, mais pour que ce soit cohérent, compatible avec notre loi sur les opérations spatiales, et que ça ne soit pas contre-productif par rapport à ce qu'on veut faire et à la façon dont on veut le faire. Donc on surveille ça de près, mais c'est dans ce sens-là, et pas trop dans la crainte que ça ne se fasse pas. Je crois qu'il y aura bientôt une Open Space Law, et ça c'est très bien, et on l'a souhaité, on l'a voulu, et ça va se faire. Après, les Italiens, c'est ce que je disais, c'est que pour dire c'est pas bien, il faudrait qu'on puisse leur dire il faut faire ça à la place, quoi. Sauf qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment les capacités. Pour Mayotte, on a utilisé Starlink aussi, hein, pour remettre de la télécommunication à Mayotte, parce qu'il y en avait besoin en urgence et parce qu'on a un truc qui marche. Donc à nous de construire quelque chose qui marche pour proposer des solutions alternatives. Et là on pourra être plus dur, plus strict sur le jugement de ceux qui l'utilisent. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une patronne d'Orange qui, il y a des endroits dans le monde, ils utilisent Starlink et ils achètent du Starlink aussi, Orange. Elle disait, mais donnez-nous des capacités, on achètera autre chose. Donc ça passe par le développement de capacités alternatives, et Iris Carré, typiquement, c'est un exemple. Mais Iris Carré, ça ne va pas arriver demain, donc on a un peu de retard par rapport à ça. Oui. Du coup, moi j'ai une question sur ce que vous avez évoqué, notamment les tensions qui grandissent un peu, on va dire, avec l'Allemagne, l'Italie et d'autres acteurs européens du spatial. Vous avez parlé dans la première partie de votre exposé de la souveraineté française et européenne sur le militaire et l'économique. Vous avez aussi, j'ai entendu parler de tensions qu'il y avait eu par exemple sur Ariane, sur le retour géographique, notamment certains moteurs que les Allemands auraient préféré pouvoir faire. Ensuite, la multiplication des sites de lancement intra-européens, notamment en Suède, en Écosse, à 2 endroits en Europe. Et les acteurs du New Space, qui eux, pour le coup, sont très localisés. Souvent, il y a un pays et c'est très peu des projets européens. Du coup, je me demandais qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour ne pas tomber là-dedans, en fait, de tomber dans des replis intra-européens, du diviser pour mieux régner que pourraient faire les concurrents, que ce soit la Chine ou les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on fait pour désenvenimer la situation et pas laisser... On y travaille en permanence. Voilà. Ce matin, j'avais le patron de l'agence allemande au téléphone, et on n'est pas d'accord sur tout, mais on discute et on trouve des compromis, on trouve des façons d'avancer. On essaie de s'expliquer que de toute façon, on n'est pas d'accord, mais on est obligé de travailler ensemble, donc il faut trouver des moyens. Le transfert du moteur Vinci, auquel tu faisais allusion, le moteur fameux allemand dont les Allemands voulaient la fabrication chez eux, ça y est, ça a été signé, ça. Donc on récupère, nous, des turbopompes italiennes qu'on va faire en France, et puis les moteurs, ils vont se faire en Allemagne. Donc ça a été signé à Séville il n'y a pas très longtemps, avec la volonté de trouver un compromis, là aussi. Donc les Allemands voulaient qu'on mette en avant des méthodologies pour être plus compétitifs demain sur les lanceurs. Ils l'ont un peu en travers du fait que Ariane Group aujourd'hui soit monopolistique au niveau des lanceurs européens, et Avio pour Vega, donc, mais surtout le gros lanceur c'est Ariane 6 et Ariane Group. Ils veulent qu'on ouvre à la compétition, on leur a dit banco, on ouvre, il y a un challenge européen qui se met en place sur les lanceurs. Donc ça fait partie du deal. En contrepartie de quoi, ils ont dit on va soutenir Ariane 6. C'est compliqué, il faut pas mal d'argent pour soutenir l'exploitation d'Ariane 6. Ils ont dit on va le mettre. Donc on travaille en permanence à trouver des compromis. Chaque fois on passe pas loin du blocage, et puis on débloque, et puis on avance, et puis on rebloque, et c'est un travail de tous les jours, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression que à la fois, les gens, ils ont évidemment ces replis nationaux, et puis ça dépend des pays, ça dépend des politiques qui sont en poste aussi, et ça dépend de leur vision des choses. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que quand même, on a des replis un peu nationaux, un peu partout dans le monde, et ça va pas dans le bon sens. Mais en même temps, ils savent qu'un pays européen, il fera rien tout seul, quoi. Donc on est obligé de travailler ensemble.
Donc il y a ces deux forces antagonistes là, qui travaillent et puis on avance là-dedans, quoi. C'est pas facile et c'est un boulot de tous les jours. Au niveau de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, il y a des réunions pratiquement plusieurs par semaine. Michel a travaillé dans ce cadre-là, il sait bien comment ça fonctionne, et on a tous les gens autour de la table. Alors c'est un pays, une voix, c'est des difficultés, c'est le retour géographique et tout ça, mais les gens, quand même, ils travaillent ensemble et on arrive à trouver des programmes, à financer ces programmes, à les faire avancer. À Bruxelles, moi j'y vais la semaine prochaine, la commission monte en puissance, fait de plus en plus de choses. Alors, Thierry Breton a beaucoup œuvré pour le spatial et on lui doit beaucoup pour Iris Carré par exemple, hein. Il a beaucoup poussé pour qu'Iris Carré soit signé. Andrius Kubilius, le nouveau commissaire qui est en charge de la défense et du spatial, il est très très branché défense. En plus, ils viennent de pays de l'Est de l'Europe où les conflits, il les voit de près, quoi. Donc il est très motivé là-dessus. Donc du coup, les enjeux espace et défense, je pense que ça va pas mal le brancher, quoi. Donc on va pouvoir avancer là-dessus. Et puis il y a le spatial civil aussi au niveau européen, commission, qu'on pousse beaucoup. Pour le prochain MFF, c'est des cadres européens de financement. Le prochain, il démarre en 2028 pour 7 ans. Et donc on est persuadé de rien du tout, mais on espère bien que ça va encore monter en puissance au niveau financement et qu'il y aura des nouveaux programmes que l'Union européenne pourra s'impliquer plus qu'elle ne le fait aujourd'hui sur les lanceurs, peut-être un jour sur l'exploration, sur des choses au-delà des gros programmes Copernicus, Galileo, qui puissent monter en puissance là-dessus. Donc ça se travaille à Bruxelles. Et puis le reste, ça se travaille au sein de l'ESA, et puis après en bilatéral régulièrement. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire, et on essaie de le faire au mieux. Bonsoir. Alors à nouveau, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une petite mise en situation où j'aimerais avoir votre avis. Donc vous êtes à un repas, vous parlez d'écologie, vous dites que vous êtes investi, etc. Voilà. Et évidemment, on ne vous rate pas, on vient vous chercher sur la question du spatial. Comment est-ce qu'aujourd'hui on se défend vis-à-vis de ça? Évidemment, sans utiliser l'argument d'observation de la Terre qui nous aide beaucoup à comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se défendre vis-à-vis des missions comme JUICE qui peuvent être très polluantes? Comment est-ce qu'on peut se défendre tout en étant un acteur pour l'écologie finalement? JUICE hyper polluante, bon, on aura peut-être pollué un peu Jupiter, mais d'abord, je ferai pas en sorte de ne pas utiliser l'argument du spatial qui aide à comprendre, parce que c'est quand même un élément hyper important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler que du négatif, mais du positif. C'est-à-dire que d'aider à comprendre le fonctionnement du système Terre, d'aider à démontrer aux politiques qu'il y a un vrai impact du changement climatique par rapport aux climato-sceptiques, etc., ça a beaucoup de prix, ça. Et le spatial a un rôle à jouer là-dedans. Et donc développer du spatial pour faire ça, c'est très important. Et on ne peut pas dire que, bon, ça on n'en parle pas, on parle que des impacts des lancements et des retombées, des débris, etc. Donc ça, il faut en parler, et il faut dire que le spatial, ça sert aussi à ça. Il y a plein d'activités qui n'ont pas d'aspect positif comme ça sur l'environnement et qui ont que l'aspect négatif qu'il faut diminuer. Nous, on a la chance d'avoir les deux. Donc il ne faut pas se couper de cet argument. Donc je commencerai par là. Et puis après, sur la partie effectivement débris dans l'espace, éco-conception des systèmes spatiaux, pollution au niveau des lancements, des retours dans l'atmosphère, etc., expliquer un peu toutes les activités qu'on mène, et il y en a de nombreuses. Hein. Tous nos projets à partir de l'année prochaine, 2026, feront une analyse de cycle de vie et auront des actions de diminution de leur impact environnemental, tous nos projets spatiaux. On va être là. Le CSG sera la première base au monde à avoir aussi un bilan carbone complet et sérieux qui sera fait sur son activité, et avec des actions. On a, je redis, de l'hydrogène vert, qui est une usine pour faire de l'hydrogène vert à Kourou, qui va être en développement très bientôt. On a des champs photovoltaïques. À l'horizon 2030, on veut que 90% de l'énergie de la base soit de l'énergie verte. C'est des actions très importantes qu'on fait pour réduire cette empreinte, qui n'est pas nulle, hein, que toute activité elle a une empreinte carbone. Mais nous, on a beaucoup d'actions pour les diminuer.
Et puis après, bon, après c'est pas un bon argument, mais il faut relativiser les choses aussi. Alors je ne parle pas de notre activité l'année dernière parce qu'on a presque rien lancé, donc du coup on a été super bon. Mais grosso modo, l'activité de lancement de la France, même quand elle est à fond les manettes, c'est quelques secondes de vol de la flotte Air France, quoi. L'activité d'une année versus l'activité aérienne, c'est quelques secondes de l'activité aérienne d'Air France qui fait le bilan carbone pour la partie lancement d'une année de lancement français. Donc il faut relativiser les choses aussi. Et après, on a des actions aussi de compréhension, et on est un peu les seuls à le faire, sur le retour dans la haute atmosphère. On a les débris qui rentrent, se détruisent en haute atmosphère, et les suites des lanceurs aussi en haute atmosphère amènent une certaine pollution. On a des thèses en cours là-dessus pour comprendre si effectivement il y a un effet important ou pas. Quel est cet effet-là pour aussi essayer de le diminuer si jamais on voit que l'effet est significatif. Donc on a beaucoup d'activités. On a au CNES une direction du développement durable avec une directrice très active là-dessus qui bouge tout le monde, toutes les équipes. Et voilà, donc oui, j'ai des choses à dire là-dessus. Bonsoir. Bonsoir. Donc je trouve que la question sur le développement durable est une très bonne question. Moi je vais continuer sur ce même thème. Donc on a parlé de lanceurs, d'énergie verte. Quelle est la position plutôt du CNES vis-à-vis de la dépollution du spatial, on va dire, au niveau des satellites qui restent en orbite ou qui juste ne fournissent plus de signaux? Est-ce que derrière, on a la possibilité de récupérer, potentiellement réutiliser ces matériaux en fait? Alors il y a deux choses là. C'est d'abord les éliminer. Vous savez que vous avez tous entendu parler, j'imagine, du syndrome de Kessler, qui consiste à dire que plus on a de débris dans l'espace, à partir d'un certain moment, ça devient exponentiel et que donc les débris rentrent en collision avec d'autres débris et puis il y a une réaction en chaîne qui fait qu'on n'arrête plus le truc et puis rapidement on a des débris partout et on ne sait plus rien faire. Alors c'est vrai que théoriquement ça peut être exponentiel, sauf qu'une exponentielle, il y a une constante dans l'exponentielle et que suivant sa valeur, si c'est dans 1000 ans, c'est moins grave que si c'est dans 10 ans, quoi. Donc le syndrome de Kessler, il est à relativiser. Par contre, il y a des gros débris qu'on pourrait effectivement, qui sont à risque et qu'on pourrait enlever. C'est ce qu'on appelle l'active débris removal. Donc c'est avec des systèmes actifs de s'accrocher à un débris et puis le désorbiter et le faire rentrer dans l'atmosphère. Et là, il y a une start-up à Toulouse, justement, qui s'appelle Astroscale, qui est venue s'implanter à Toulouse et qui travaille sur ces sujets-là. Il y a plusieurs industriels qui travaillent sur ces sujets-là, qui sont d'ailleurs des sujets duo, hein, c'est-à-dire civils et militaires. D'après ce que je vous dis tout à l'heure, savoir manœuvrer dans l'espace, se rapprocher d'un objet, voir s'y accrocher, voir le désorbiter, ça intéresse plein de monde, y compris pour le développement durable. Donc là, il y a pas mal de boîtes qui travaillent sur le sujet, et dont une start-up active à Toulouse sur ça. Ça, c'est l'active débris removal. Alors, nous, on a tendance à dire, ce truc-là, il faut qu'il y ait un business derrière, et l'ESA a lancé un programme pour payer une première démonstration d'élimination de débris. Les technos se développent, les technos, quelque part, elles existent, les boîtes se développent pour mettre en place ces services, et ces services, derrière, il faut les faire vivre, il faut les payer. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les agences, on voudrait bien payer, mais on a des priorités différentes pour aujourd'hui, donc il y a peu de services liés à ça, mais on pense que dans l'avenir, et notamment s'il y a des lois, des régulations autour de ça, si vous créez un débris, vous êtes responsable de l'enlever. Ce ne serait pas idiot comme règle. Là, il y aura du service derrière et il y a des boîtes qui s'y préparent. Donc ça, c'est l'active débris removal. Et puis après, il y a un truc plus prospectif sur lequel on commence à réfléchir, parce que nous, on réfléchit à plusieurs dizaines d'années à l'avance, c'est l'économie circulaire en espace. Donc c'est récupérer des débris spatiaux ou des satellites pour les refurbicher et puis s'en servir et se servir des éléments dans l'espace. Donc ça, c'est assez prospectif aujourd'hui, hein, c'est compliqué, mais il y a des gens qui réfléchissent au modèle aussi. Voilà. Bonsoir, j'adore Equar, donc je suis
vice-présidente de l'association Astre qui réunit les jeunes aujourd'hui du spatial qui s'intéressent à la stratégie. En fait, je voudrais déjà saluer votre aisance sur les questions environnementales parce que c'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui arrive à répondre avec autant de facilité. Et en fait, moi, je me demande, notamment au niveau de la jeunesse, aujourd'hui, on voit qu'on a des questions qui touchent très souvent à l'écologie, à l'environnement. Comment aujourd'hui, vous voyez les jeunes arriver au CNES ou dans l'industrie spatiale? Comment se passe finalement cette intégration? Et est-ce que vous voyez parfois, je ne sais pas, des conflits générationnels dans le secteur spatial, comme il peut y avoir dans d'autres industries ou d'autres secteurs? Je ne sais pas, Magali, tu pourras dire s'il y a des conflits chez toi au niveau avec les jeunes. Ils sont bien accueillis, les jeunes au CNES, hein, on les aime bien. On a une culture de compagnonnage, nous, au CNES, parce que ce qu'on fait dans le spatial, ça s'apprend sur les bancs des écoles, mais pas quand même complètement. On a besoin de le travailler. Et on a, comme je l'ai dit, une culture technique forte. Donc les jeunes, ils sont embarqués dans des équipes où on leur transmet le savoir. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'ils sont rapidement en contact avec des gens qui ont fait toute leur carrière dans le spatial, qui ont une grande compétence et qui travaillent avec eux. Et donc, justement, on a des anciens qui travaillent avec les plus jeunes dans tous les services du CNES. Et on n'a pas de conflit. On a une évolution. On voit l'évolution des mentalités et notamment ce rapport au développement durable qui est très, très, très présent chez les jeunes embauchés. Mais l'ensemble du CNES, enfin, je veux dire que le spatial, globalement, les gens qui travaillent pour développer le spatial, ils sont sensibles à ça. Et le CNES, qui a fait une de ses spécialités, l'observation de la Terre, est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même un outil pour comprendre le système Terre. On a des laboratoires de recherche en France extrêmement pertinents dans le domaine. On a des ingénieurs qui ont développé des systèmes d'observation de la Terre. Une fois de plus, Michel Courtois est là, c'est pas lui qui me dira le contraire, extrêmement performants au niveau mondial. Et donc, le fait de regarder la Terre, de pouvoir observer la Terre, de pouvoir l'étudier comme un objet, c'est ce que permet le spatial, alors que nous, on a le nez dessus en étant... voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est un outil extrêmement puissant pour ça. Et donc, on est sensibilisé à ce truc-là. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout... Enfin, moi, je ne le ressens pas du tout. Des anciens qui diraient, mais on s'en fout, du développement durable, on fait nos activités, puis on verra bien. Et des jeunes qui disent au contraire, non, non, on ne fait rien, on arrête tout, parce que sinon, on va foutre en l'air la planète. On n'a pas ce conflit-là. Vraiment, les gens travaillent ensemble sur ces sujets-là. Mais parce que le spatial est très impliqué sur ces sujets. Et le CNES peut-être encore plus, parce qu'une fois de plus, l'observation de la Terre, c'est un des sujets de prédilection de ce qu'on a développé au CNES sur les technologies spatiales. Merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais savoir quelle est la politique du CNES. Je ne sais pas qui parle. Quelle est la politique du CNES dans une éventualité de voyage de l'homme vers Mars et à terme peut-être d'établir une base ou pour certains, terraformer Mars à coup de tech nucléaire. J'allais le dire, j'allais terraformer aussi. Notre politique par rapport à ça, elle est claire, elle est de dire que Mars aujourd'hui, ça serait extrêmement risqué et que si on veut avancer sur l'exploration humaine, apprendre et développer des... Nous, on place l'exploration dans la logique de la coopération. Vous savez, dans l'espace, il y a quand même de plus en plus de compétition, mais c'est un terrain extraordinaire de coopération. Je vous l'ai dit, les ingénieurs qui travaillent avec des Indiens, des Américains, des Japonais, tout ça, c'est super. Et puis on apprend à se comprendre, à se respecter, à s'entendre, etc., même si on a des façons différentes de travailler. Pour nous, les grands projets scientifiques et l'exploration, ça doit se passer sur ce thème-là. Donc, pour faire court, aller participer à une mission où un Américain va planter un drapeau américain sur la planète Mars, ça c'est pas dans notre modèle. Et donc, nous, on dit, la Lune, oui, on pense, et une fois de plus, c'est une question politique, mais on pense que on peut avoir intérêt à y participer, que l'Europe soit présente là-dedans, avec d'autres pays, dans une logique de coopération. Mais Mars, aujourd'hui, c'est extrêmement risqué. Et pour terraformer Mars, alors là, c'est de la science-fiction, mais construire une base aujourd'hui sur Mars, c'est de notre point de vue,
je ne veux pas dire impossible, parce que tout est possible, hein, mais ce n'est pas réaliste et ce n'est pas cohérent avec notre approche de l'intérêt de faire ce genre d'activité par rapport à la sécurité qu'on doit donner à nos équipages, etc. quoi. Alors, après, tout est possible. Il y a bien des gens qui envoient leur voiture sur Mars. Le mec qui dit « je vais envoyer ma voiture sur Mars », il dit « c'est pas possible ». Ben, il l'a fait quand même. Hein. Donc voilà, c'est pas... Mais nous, on ne s'inscrit pas là-dedans. On ne s'inscrit pas là-dedans. Et on dit développons des technos sur la Lune, apprenons à faire vivre et travailler des femmes et des hommes sur une base hors de la Terre de façon permanente. Il y a des enjeux politiques liés à ça. S'il faut en être, une fois de plus, la question elle est politique, mais on peut en être, on a les technos. Mais partir demain sur Mars, non. On a plein de sujets. Enfin, Mars, ça n'a rien à voir avec la Lune. Hein. Lune, c'est 3 jours. Hein. L'orbite basse, c'est quelques heures. La Lune, c'est 3 jours. Mars, quand vous êtes parti pour 1 an. Hein. Vous ne faites pas un demi-tour au frein à main si on a un souci au bout d'1 mois. Quoi, hein. C'est fini. Hein. Et donc, et les radiations, et tout un tas de sujets extrêmement complexes à résoudre pour aller sur Mars. Donc, c'est un autre niveau de difficulté. Merci Lionel pour tes partages passionnants. Frédéric Barthes, Promotion 92. Bonsoir. Tout à l'heure, il y a une question sur comment on essaye d'éviter cet éclatement de l'Europe. Alors je lance une question qui est sûrement totalement naïve, mais quid d'une possible construction d'une école européenne supérieure d'ingénieurs du spatial ? On a un certain nombre d'organisations publiques en Europe qui coopèrent là-dessus. Et je crois fondamentalement que les liens dans la vie professionnelle commencent à l'école. Et on le sait très très bien dans la filière aéronautique, par exemple. Et je ne citerai pas de nom de ma promo. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose de complètement utopique ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait lancer ? Enfin, moi, je trouve que l'idée est bonne. Oui, allez-y, faites-le. Pas de problème avec ça. On aidera. Non mais, et alors, au-delà de ça, juste, ça me fait penser à quelque chose, c'est que faire travailler et former des ingénieurs qui vont faire du spatial demain, c'est important, et l'idée que tu donnes est sans doute très bonne, c'est-à-dire déjà, au niveau européen, de construire quelque chose ensemble pour que les gens apprennent à travailler ensemble rapidement, et une fois de plus, comme je disais, de la coopération internationale, apprennent à se comprendre, apprennent à se connaître, à se respecter. Voilà. Des fois, un Allemand, il est aussi plus compliqué à comprendre qu'un Indien ou qu'un Chinois hein, dans des projets qu'on mène en commun. Donc, travailler là-dessus, c'est important. Mais puisqu'on parle d'éducation, je voudrais passer le message qu'à mon avis, on a un champ énorme qui est devant nous. Et si on considère, et nous on en est persuadés, que le spatial sera demain un différenciateur de nos sociétés et que quelque part, comme je l'ai dit, on utilisera le spatial partout, ce n'est pas que les ingénieurs qui vont faire le spatial qui doivent être sensibilisés au spatial, c'est tous les jeunes, quel que soit leur métier demain, et les décideurs de demain notamment, mais pas que, qui doivent être sensibilisés au spatial. Et cette sensibilisation, elle n'est pas faite aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, et sans parler d'enseignement supérieur, dans l'enseignement tout court. Et je crois qu'on a un champ énorme devant nous à mener. Alors, ce n'est pas ta question. Ta question, je pense qu'elle est pertinente, ton point, ta remarque. Et why not? Essayons de faire ça, oui, pourquoi pas. Mais ça, ce n'est pas à nous de le porter tout seul, mais en tout cas, voilà, c'est une bonne idée, je pense. Mais j'en profite pour dire qu'il faut éduquer nos générations futures au spatial parce qu'ils l'utiliseront tous. Une dernière question. C'est le premier. Allez, deux. J'ai le droit. Pas départager. Merci déjà pour votre intervention. Je voulais juste revenir sur tout ce qui est aspect business. Et si je me souviens bien, d'après le traité de l'espace et de tous les textes qui en ont découlé, tout ce qui est des astres, des objets célestes, on n'a pas le droit de les privatiser, de planter un drapeau, etc. Donc quid de toute la direction, surtout poussée par les Américains, de privatiser l'espace et aussi de leur perspective de retour sur la Lune avec cette dimension-là. Et quelle est du coup l'opinion du CNES Les traités, le fameux traité dont on parle souvent d'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, hein,
Il a été ratifié par très peu de pays. La France ne l'a pas ratifié. Donc, avant de parler des autres pays, en fait, c'est plutôt, ça doit être vu, comme je disais tout à l'heure, des guidelines, un objectif qu'un vrai traité dur qui a été signé par les pays, malheureusement, même si on le présente différemment. Et c'est pour ça que s'il y a règle demain à définir entre les pays sur la façon de se comporter sur un astre comme la Lune, parce que les gens y seront, je pense que ça sera redéfini entre ceux qui seront sur la Lune à ce moment-là, donc entre les pays qui auront des bases sur la Lune. Bonjour, j'avais une question sur le rôle de la Chine dans le spatial mondial. On a vu avec l'historique récent ou plus ou moins récent les affaires qu'il y a pu avoir avec la Chine, mais avec des collaborations qui continuent sur l'aspect et sur le volet scientifique avec les dernières missions. Comment la France se positionne par rapport à ce pays au niveau des collaborations? Est-ce qu'elles seront uniquement scientifiques ou est-ce que ça pourra avoir lieu sur d'autres projets commerciaux ou de défense? Je ne pense pas, mais comment envisagez-vous les relations avec la Chine ces prochaines années? Ça c'est au Quai d'Orsay qu'il faut poser cette question et leur avis évolue dans le temps. Moi, ce que je peux vous dire, c'est on est le seul pays occidental, je vais dire, à avoir eu des coopérations comme on les a eues avec la Chine. On a lancé CFOSAT, qui est une mission d'océanographie aussi très intéressante avec la Chine, 2 grands projets, SVOM, aussi, donc on a lancé cette année d'astronomie rayon X. On est les seuls à avoir fait ça. C'est des missions quand même qui ont été lancées à l'initiative du président Chirac. Si vous voyez qui c'est, mais ça date un peu quand même. Et pour vous montrer la constante de temps un peu des projets spatiaux. Et on a lancé le SVOM cette année. Donc voilà. On a aussi fait des coopérations, je l'ai dit, d'Orne sur la Lune, sur de l'exploration. Ça reste au niveau scientifique. Et aujourd'hui, malheureusement, l'évolution du contexte international fait qu'on aurait, je pense, plus de mal qu'à l'époque du président Chirac à décider des grandes missions en commun, y compris scientifiques, hein, avec la Chine. Donc ça s'est un peu durci là aussi. On est un peu revenu en arrière. Moi, je trouve que c'est dommage, y compris les États-Unis qui n'ont pas le droit du tout alors, de travailler avec la Chine. Un ingénieur de la NASA, s'il répond à un mail à un Chinois, un collègue à lui, quoi, ou un collègue, c'est du pénal, quoi. Donc vraiment, c'est interdit. Mais ils viennent nous voir en disant, continue à travailler avec les Chinois, parce qu'il faut quand même qu'on ait un lien quelque part, qu'on sache ce qui se passe et qu'on ait quand même un minimum de lien. Et ils sont très contents. Oui, ils nous incitent à continuer. Je pense que on a une position en France, une fois de plus, par notre tissu diplomatique, par notre histoire diplomatique, pour continuer à travailler avec ces gens-là. Donc je pense qu'il faudra, notre point de vue en tout cas, mon point de vue en tout cas, c'est de continuer à mener ces coopérations, mais contrairement à ce que tu dis en disant on va pouvoir étendre à du truc économique, voire un jour peut-être militaire, peut-être qu'un jour on peut espérer que tout le monde travaillera ensemble un jour, mais aujourd'hui on est plutôt en retrait par rapport à ce qu'on a fait avec eux, alors qu'on est les seuls à l'avoir fait, quoi. Merci Lionel, hein, super, je crois qu'il mérite qu'on l'applaudisse. Merci à vous, merci à vous.